Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier webinaire Rocket Lawyer en partenariat avec le cabinet d'avocats Toiti Lamotte Rouge. Je m'appelle Anne Lenouvelle, je suis responsable éditoriale chez Rocket Lawyer et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour débuter avec vous un nouveau cycle de webinaires que nous allons vous proposer donc de manière régulière et sur des thèmes qui vous touchent de près. Ce premier cycle est consacré aux entrepreneurs web. Il y aura 3 webinaires sur ce même thème. Le premier aujourd'hui sur le RGPD et les TPE, le second le 17 juin et le troisième aura lieu le 9 juillet. Et nous reprendrons en septembre sur d'autres thèmes, toujours en partenariat avec des avocats. Le format est court, rapide, une demi-heure et vous aurez la possibilité de poser vos questions par chat et le cas échéant de nous contacter si nécessaire. Je n'en dis pas plus. Et je vous laisse en compagnie de Maître Henri de Lamotte Rouge qui va se présenter et ensuite on démarrera donc notre webinaire. Maître, c'est à vous. Oui, bonjour Anne, bonjour à tous. Écoutez, merci pour votre accueil. Bienvenue. Effectivement, le sujet est important. Le RGPD est entré en application déjà depuis 2 ans maintenant, et c'est un peu un point d'étape à la date anniversaire de savoir où vous en êtes. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir. Par où faut commencer, où vous en êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Et du coup, je vais répondre aux questions de Anne sur le sujet, puisque le RGPD est quelque chose qu'on maîtrise bien au cabinet. Première question, Maître. On démarre tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Qui est concerné par le RGPD ? Oui, alors effectivement, le RGPD a un champ d'application qui est très étendu puisqu'il va concerner un certain nombre d'organismes et notamment tous les organismes, donc toutes les sociétés. Si votre société est située dans l'Union européenne, ça va vous concerner. C'est ce qu'on appelle le critère dit de l'établissement. Dès lors que votre société est située dans l'Union européenne, le RGPD vous est applicable. Il y a un second critère, je pense que ça va en concerner moins d'entre vous, mais ça peut concerner aussi Rocket Lawyer, qui est une société aux US. Dès lors que la société, et c'est le critère dit du ciblage, dès lors que la société s'adresse à une clientèle et traite des données de ressortissants, de citoyens de l'Union européenne, de ressortissants de l'Union européenne, là encore, le RGPD est applicable. Ça, du coup, quelque part, on est sur un critère qui est très extensif, qui permet du coup l'application du RGPD au monde entier dans le but de protéger les citoyens européens ciblés par des sociétés étrangères. En résumé, si vous êtes une société de l'Union européenne et que vous collectez des données, on va revenir sur la notion de données personnelles ensuite, ça va s'appliquer à vous. Également, si vous êtes une entreprise située hors UE, mais que vous traitez des données de citoyens ou de résidents de l'Union européenne, le RGPD s'applique aussi à vous. Alors, plus concrètement, Henri, quelles sont les entreprises en France ou quel type d'entreprise en France est concerné par le RGPD ? En fait, aujourd'hui, c'est tout organisme, donc c'est toute entreprise, mais aussi toute association qui va traiter des données personnelles. Je pense qu'on va revenir aussi à cette question de données personnelles. Mais dès lors que vous faites des traitements de données personnelles, ça s'applique à vous. On est bien d'accord que cela concerne les entrepreneurs web, mais également toutes les autres entreprises qui collectent des données personnelles. Tout à fait. Il y a une résonance particulière chez les entrepreneurs web, puisqu'on sait très bien qu'en matière d'entrepreneuriat digital ou sur le web, le nerf de la guerre est la collecte de données. C'est ce qui va vous permettre de prospecter beaucoup plus facilement vos clients. Il y a donc très peu d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas concernées par le RGPD, si je comprends bien. Oui, puisque en fait, toute entreprise, de toute manière, gère des données. Mais évidemment, il y a des entreprises où l'enjeu est plus ou moins important. Si vous êtes une entreprise du web, encore une fois, la collecte de données va être très importante pour pouvoir finalement adresser à vos clients. En plus, vous êtes sur des processus automatisés de traitement de données. Donc, du coup, quelque part, ça a une résonance encore plus importante pour les entrepreneurs du web et du digital. Alors, je passe à la deuxième question, Henri. Quelle est l'obligation principale du RGPD ? Vous y avez déjà un petit peu répondu, mais est-ce que vous pouvez noter un petit peu plus de précision ? C'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez une obligation d'information renforcée
vos clients, vos utilisateurs doivent clairement savoir pourquoi et comment vous utilisez leurs données. Et c'est ça qui a été accru avec le RGPD. Donc, c'est l'obligation d'information. Alors, justement, par rapport à cette obligation d'information, qu'est-ce qu'on entend par données personnelles et par données sensibles, puisque ce sont les données qu'on collecte et qui sont au cœur donc du dispositif. On vous écoute. Alors, une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement toute personne physique. Donc, par exemple, une adresse mail, un numéro de téléphone, un nom, prénom, ça identifie directement une personne physique. Mais il y a aussi tout ce qui est indirect. Par exemple, un numéro de téléphone, vous identifiez indirectement. Un numéro de plaque d'immatriculation, un numéro de sécurité sociale. Une adresse IP également va vous permettre de vous identifier indirectement en rapprochant d'autres informations pour savoir qui vous êtes. Le RGPD, du coup, va s'appliquer à chaque fois qu'il y a une collecte de données personnelles. Parmi ces données personnelles, il y en a qui ont des niveaux de sensibilité différentes. Lorsque vous allez collecter des données sensibles, eh ben, c'est du coup, par nature, une donnée avec du coup des obligations particulières. C'est ce que je vais expliquer tout de suite. Là, les données sensibles sont une catégorie particulière de données et elles sont de plusieurs ordres. C'est celles, par exemple, qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, celles qui révèlent aussi les opinions politiques. Donc, si jamais vous êtes amené, et celles qui, opinion politique, conviction religieuse, philosophique, appartenance syndicale, ainsi que les données de santé. Si jamais vous êtes amené à traiter ce type de données, soyez extrêmement vigilant. L'origine raciale, l'origine ethnique, attention, une donnée de santé, même si ça peut être par exemple le poids, la dernière vaccination, etc. Attention, il faut être vigilant à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un régime juridique qui est particulier, qui est encore plus protecteur. Schématiquement, pour traiter des données sensibles, ça va être soumis au consentement préalable systématique des personnes. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est qu'il va falloir faire une demande d'autorisation auprès de la CNIL. La CNIL, c'est la Commission nationale informatique et liberté, qui, du coup, est l'autorité de régulation dans le domaine des données personnelles. Et donc, il va falloir faire une demande d'autorisation si vous voulez collecter des données de ce type. À défaut, c'est interdit. Donc, voilà, soyez grosse vigilance si vous traitez les données sensibles. Le reste des données, vous avez le droit de le faire, mais en respectant les obligations du RGPD, en tenant un registre de données personnelles et en informant correctement les utilisateurs. Et que signifie concrètement le traitement des données personnelles, Henri ? Ça, c'est une notion qui est assez large. Le traitement, c'est toute opération qui va porter sur des données. Cela peut être la collecte de l'information dans des formulaires de collecte, ça peut être envoyer un mail. C'est une analyse portant sur toute donnée ou même les effacements de données, c'est des traitements de données. C'est donc extrêmement large. Il faut se dire qu'à partir du moment où une information concernant une personne physique est manipulée ou utilisée, alors il s'agit d'un traitement de données à caractère personnel. D'accord. Alors, que doit faire concrètement l'employeur ou le chef d'entreprise, plus généralement ? Le chef d'entreprise, en fait, c'est en fait quelle démarche finalement RGPD va devoir mettre en place le chef d'entreprise. Eh ben, il va devoir faire un certain nombre de choses pour montrer finalement un petit peu patte blanche et qu'il a bien rempli ses obligations relatives au RGPD. La première chose à faire, c'est recenser l'ensemble des traitements de données qu'il met en œuvre. Si je mets un traitement de données via mon site internet, c'est en général un traitement de données client-prospect, je dois le recenser. Donc, je dois identifier et ensuite, je dois, deuxièmement, m'assurer qu'il réponde à des finalités déterminées et légitimes et au principe de minimisation. Par exemple, si vous avez un traitement de données client-prospect via votre site internet, est-ce que vous avez besoin de collecter l'adresse ? Oui, par exemple, si vous faites de la livraison. Oui, si vous avez besoin d'émettre des factures. En revanche, est-ce que vous avez besoin de collecter des données sensibles du type numéro de sécurité sociale ? Évidemment, non.
Donc ça, c'est une première chose. Donc vous devez recenser les traitements que vous mettez en place au sein de votre organisation. Est-ce que vous avez un traitement de données relatif aux fournisseurs? Est-ce que vous avez un traitement de données client-prospect? S'assurer qu'ils répondent à une finalité déterminée légitime. Ensuite, il faut s'assurer que les personnes sont bien informées et le cas échéant, lorsque cela est requis, ont bien donné leur consentement à ce que leurs données soient traitées. Donc, comment, par exemple, sur un site en ligne, on s'assure que les personnes sont bien informées? Tout simplement en mettant en dessous des formulaires de collecte de données, en matière de traitement de données en ligne, on peut avoir lorsqu'on s'inscrit à une newsletter, par exemple, c'est une manière de collecter une donnée pour ensuite pouvoir faire de la prospection. Lorsque vous remplissez un formulaire de vente, pareillement, vous collectez des données. Donc, en dessous de ce formulaire, il faut indiquer une mention correcte sur la finalité du traitement. Mais en gros, ce que vous devez faire en tant que chef d'entreprise, c'est d'abord recenser les traitements que vous avez, s'assurer qu'ils répondent bien et donc qui sont bien, ce sont bien des traitements licites, et ensuite bien s'assurer également que vous avez correctement informé les personnes. Enfin, vous allez avoir ce qu'on appelle une obligation de documenter tout ça, puisque le RGPD aujourd'hui n'oblige plus à faire des déclarations auprès de la CNIL. Il y a simplement la demande d'autorisation dans le cas des données sensibles, mais sinon, vous n'avez plus de déclaration à faire à la CNIL. À l'époque, et avant le RGPD, il fallait déclarer, par exemple, qu'on avait un site web et qu'on mettait en place un traitement de données auprès de la CNIL. Là, on est passé dans ce qu'on appelle le principe d'accountability, qui peut se traduire par la responsabilisation. C'est au-delà des différentes mentions et clause, c'est à vous de prouver en documentant en interne que vous avez mis en place ce qu'il fallait comme documentation pour traiter correctement les données. Et le document essentiel qu'on peut avoir, et ça va être d'ailleurs, je crois, l'objet de votre prochaine question, Anne, c'est le registre de traitement des données personnelles qui va montrer justement comment vous traitez les données. Eh bien voilà, c'est exactement ça. Vous avez bien révisé votre leçon, Henri. Vous avez bien repris. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a plus de déclaration auprès de la CNIL à faire. En revanche, vous devez tenir un registre. Et ce registre, voilà, il doit être, c'est un peu la carte des traitements que vous avez dans votre société. Et c'est le premier document qui va vous être demandé en cas de contrôle. C'est un peu comme un registre de comptabilité, finalement. C'est un document que vous allez avoir en interne dans votre entreprise, que vous allez devoir tenir à jour, mais que vous n'allez pas mettre sur votre site Internet. Parce que parfois, certaines personnes croient qu'il faut, par exemple, rendre public votre registre. C'est évidemment pas obligé, sauf pour certaines associations. Donc, c'est un document qui est un peu comme un livre comptable, un peu comme le registre unique du personnel. Il doit, du coup, contenir une fiche par traitement. On parlait tout à l'heure du traitement que vous pouvez avoir sur votre site Internet. Là, par exemple, le traitement relatif à la gestion des clients prospects. Ensuite, vous pouvez avoir un traitement relatif à un CRM que vous avez, qui est un autre traitement de votre entreprise. Vous pouvez avoir le traitement de vos salariés. Donc, en général, voilà, une toute petite entreprise, elle a, et surtout un entrepreneur du web, il a finalement son registre de traitement relatif à sa gestion client et prospect, sa fiche relative à la question des clients prospects, et puis sa fiche relative, ça peut être à ses fournisseurs, et une fiche relative à des salariés s'il en a, quoi. Alors, schématiquement, comment est-ce qu'on construit un registre de traitement de données? On se pose différentes questions et on se pose la question du qui, quoi, pourquoi, jusqu'à quand, comment. Et donc, derrière ces questions-là, c'est la question du c'est quels sont les destinataires des données, c'est-à-dire qui traite ces données-là. Est-ce que c'est vous directement? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui traitent? Donc ça, vous devez documenter et donc écrire ça dans le registre. Quoi? C'est la question de la finalité. Est-ce que c'est pour justement faire de la prospection commerciale? Est-ce que c'est pour traiter la gestion des payes des salariés? Le pourquoi, le quoi, c'est quelle catégorie de données. Le pourquoi, c'est la finalité. Le quoi, c'est quelle catégorie de données vous allez traiter. Est-ce que c'est les données adresse mail? Est-ce que c'est l'adresse postale?
Le jusqu'à quand, c'est la question de la durée de conservation. Combien de temps vous pouvez conserver des données? Par exemple, pour les données des prospects, vous allez pouvoir les conserver jusqu'à 3 ans à compter du dernier contact actif. La CNIL nous dit, par exemple, qu'un clic sur un lien est un contact actif. Par contre, une ouverture de mail n'est pas un contact actif. Donc, voilà, ça, il faut savoir ça. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, vous allez devoir faire le ménage aussi dans vos bases de prospects. Celles où il n'y a pas de contact actif depuis plus de 3 ans, eh ben, vous devez supprimer, par exemple, les adresses mail sur lesquelles vous allez faire des mailings réguliers. Et puis, le comment, c'est avec quels outils? Est-ce que vous utilisez du coup un service de mailing pour faire de la prospection? Est-ce que vous avez quelles mesures de sécurité vous avez aussi réalisées? Donc voilà, c'est ça un registre de traitement. Dernier point que je voulais aborder sur la notion de registre de traitement, lorsqu'un organisme ou lorsqu'une société, si vous-même, par exemple, vous effectuez des traitements pour le compte d'une autre société, par exemple, vous avez une société qui traite de la donnée pour le compte d'autres sociétés, vous allez devoir tenir un registre si vous êtes sous-traitant de données personnelles, vous allez devoir tenir un registre pour vos clients spécifiques à votre activité de sous-traitance. Voilà. Alors, juste un mot sur le QR code que vous voyez apparaître sur cette diapo. Il y en aura d'autres. Si vous flashez ou si vous scannez ce QR code avec votre téléphone, il vous permettra d'accéder au document, enfin un document interactif, justement sur le registre des données personnelles, qui vous est proposé donc par Rocket Lawyer. Alors, question suivante, Henri. On n'en a plus que 3, c'est bon, on est vraiment dans les temps. Comment sécuriser les données collectées? Vaste question, ça encore. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 manières schématiques et prévues du coup par le RGPD pour sécuriser les données, et ça se cumule. D'abord, c'est des mesures organisationnelles et ensuite, c'est des mesures techniques. Les mesures techniques, c'est tout ce qui est de la sécurité informatique. Donc, il va falloir, par exemple, installer des antivirus, sécuriser vos mots de passe, mise en place de solutions d'hébergement et de sauvegarde sécurisées. Anonymisation. Évidemment, ces mesures de sécurité, du coup, vous allez pouvoir les documenter. Comme on vous le disait tout à l'heure, le principe d'accountability vous impose de documenter les mesures. Et c'est dans le registre aussi que vous pouvez mettre justement les mesures de sécurité que vous mettez en place. Ensuite, il y a les mesures de sécurité techniques et puis il y a les mesures de sécurité organisationnelles qui vont consister à sécuriser physiquement le matériel et l'accès aux locaux, par exemple. Qui vont consister aussi à organiser la gouvernance de la donnée au sein d'un organisme. Et dans ce cas-là, les mesures de sécurité organisationnelle, ça peut être par exemple également de faire signer des clauses de confidentialité, de mettre en place une charte informatique. Si vous avez des salariés, pour quelque part leur dire vous avez des devoirs au niveau de la protection des données et du coup c'est une mesure organisationnelle que de faire signer une charte informatique à ces salariés pour les obliger à respecter les données personnelles de vos clients. Mener des opérations de formation et de sensibilisation, c'est aussi une mesure organisationnelle. La sécurité du coup des données, c'est une obligation du RGPD qui devra être documentée. Ça peut être dans la politique de sécurité, ça peut être également dans votre registre de traitement, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, je voulais aussi préciser ça, c'est que le site de la CNIL est assez bien fait, vous donne aussi pas mal d'outils et il propose notamment un guide sur la sécurité où 3 niveaux progressifs sont proposés en fonction, évidemment, la sécurité devra être proportionnée en fonction de la nature et je dirais de la sensibilité des traitements que vous mettez en place. Voilà. Alors, question suivante, Henri, dans la lignée de celle-ci. Que faire en cas de violation des données personnelles? Ouais, c'est une bonne question parce que ça, effectivement, c'est aussi une des nouvelles obligations du RGPD qui a été quelque part, entre guillemets, bien codifiée. Elle existait auparavant, mais il y a eu ça fait maintenant l'objet d'une codification. Pourquoi tout cela est important déjà juste en introduction? Parce que également une des nouveautés du RGPD, c'est que les sanctions ont été considérablement accrues. C'est pour ça. Avant, il y avait un certain nombre d'obligations dans cette matière-là, mais là, les sanctions ont été quand même considérablement
accrue. Et ça peut du coup s'appliquer à vous aussi par ricochet si vous travaillez avec des clients qui du coup ont des obligations en matière de RGPD. Donc aujourd'hui, le RGPD est finalement quelque chose d'important pour toutes les entreprises en fait. Que faire en cas de violation de données? En cas de violation de données, il est d'abord nécessaire d'analyser et de l'analyser, cette violation, pour savoir de quoi il s'agit et pour ensuite remplir ce qu'on appelle un registre des incidents. La violation, elle peut être de plusieurs ordres. Ça peut être une perte de confidentialité, c'est-à-dire qu'une personne non autorisée a pu accéder à des données et à en prendre connaissance, alors qu'elle ne devait pas. Ça peut être une perte de disponibilité. Ça, c'est important parce que, quelque part, c'est ce qui s'est passé aussi avec les problématiques avec OVH. Il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu de la donnée. Personne d'autre n'y avait accès, mais les données ont été perdues. Et ça, c'est considéré par le RGPD comme une violation de données, c'est-à-dire que les données sont temporairement ou définitivement inaccessibles. Également, ça peut être une perte d'intégrité, c'est-à-dire que les données vont être modifiées et devenir inexactes ou encore incohérentes. Voilà, donc c'est quand même important de voir que ça ne concerne pas uniquement du piratage informatique, mais toutes les situations, y compris des incidents involontaires, peuvent entrer dans ce qu'on appelle la violation de données. Par exemple, vous perdez un ordinateur, vous envoyez un fichier par erreur à un destinataire qui n'était pas le bon, vous perdez une clé USB, avec un fichier dessus, c'est une violation de données. Selon l'analyse que vous allez faire, en fait, il va y avoir ça va permettre de déterminer un degré de gravité de l'incident en question et de ce que vous allez devoir faire. Parce que lorsque il y a un risque pour les personnes concernées, c'est-à-dire que vous avez des données qui étaient sensibles, ou même pas forcément aussi sensibles que ça, mais par exemple, vous avez l'adresse d'une personne, l'adresse postale d'une personne avec du coup ses horaires de disponibilité. Et même sans ces horaires de disponibilité, les adresses des personnes, ça peut permettre à des cambrioleurs de venir potentiellement chez elles. Ça peut présenter du coup un risque. Schématiquement, lorsqu'il n'y a aucun risque, il va falloir juste documenter le registre des incidents. S'il y a un risque, et juste la CNIL nous parle d'un simple risque, vous allez devoir notifier la CNIL. Ça veut dire que vous allez devoir informer la CNIL, par exemple, de la perte de votre clé USB, de la perte d'un ordinateur, et dans un délai maximal de 72 heures après que vous ayez eu connaissance de cette violation de données. Si ensuite il y a un risque élevé, et bien là, vous allez devoir même informer les personnes concernées dans les meilleurs délais. Et cette appréciation du risque, elle doit être faite au cas par cas et elle doit être documentée. Donc, si jamais vous avez violation de données ou une perte de quelque chose, vous devez vraiment être vigilant à savoir ce que vous allez faire si vous perdez, par exemple, un fichier. Par exemple, si vous allez perdre un fichier d'adresse mail, là, on peut considérer qu'il y a un risque, mais qui n'est pas un risque élevé. Et donc, du coup, là, pour le coup, vous allez potentiellement informer la CNIL, mais vous n'avez pas informé les personnes concernées directement. En revanche, par exemple, si vous avez une perte de données avec du coup des photos et l'adresse postale de la personne, là, ça peut présenter un risque élevé. Le risque élevé, ça peut être par exemple quand ça touche aussi des enfants, et il faut en fait réfléchir aux conséquences possibles que ça peut avoir. Perdre par exemple des fichiers de carte bleue associés à des personnes, c'est un risque élevé. Et là, du coup, vous allez devoir informer les personnes concernées en plus de la CNIL et en plus de remplir votre registre des incidents. Avant-dernière question, quelles sont les obligations en cas de sous-traitance des données? Et puis je vous dis déjà la question numéro 10, quelles sont les obligations des entreprises lorsque les données sont sous-traitées à l'étranger? Voilà. Tout à fait. Ouais, de toute manière, ça se rejoint. Donc, la sous-traitance de données, vous en faites tous les jours. C'est dès lors que vous faites appel à un prestataire qui va vous aider à traiter des données. Vous faites appel à une société, par exemple, qui va vous permettre de faire du mailing. Vous sous-traitez. C'est un sous-traitant pour vous. Vous faites appel à un CRM. Vous faites appel à un hébergeur de données. Un hébergeur de données
un CRM, c'est un sous-traitant. Et donc, du coup, avec ces sociétés, vous allez devoir mettre en place un contrat. Généralement, toutes les grosses sociétés ont déjà un contrat, mais quand elles sont plus petites, il va falloir le mettre, qu'on appelle un Data Privacy Agreement, une convention de traitement de données, si vous voulez, qui doit prévoir un certain nombre d'obligations. Et notamment que vous allez pouvoir auditer et que le sous-traitant s'engage à traiter les données pour vous. Et du coup, il faut être particulièrement vigilant. Là encore, il y a des modèles qui existent. Ça doit remplir les différentes obligations du RGPD, mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Si vous traitez des données à l'étranger, c'est pareil. Alors là, du coup, il y a certains régimes parce que il y a des pays dans lesquels, en fait, on considère qu'il y a des décisions dites d'adéquation, c'est-à-dire qu'on va être dans des pays où finalement on va considérer que la réglementation est une réglementation conforme au RGPD, et donc il va pas falloir faire beaucoup plus de choses pour traiter des données. Néanmoins, il y a d'autres pays comme aux États-Unis où du coup, il y a eu une invalidation du Privacy Shield, mais là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui là-dessus, et qui fait que, en gros, vous devez avoir des clauses et des clauses qui sont finalement assez similaires au Data Protection Agreement avec tous vos sous-traitants de données, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Voilà, Anne. Eh bien, merci infiniment, Henri. Est-ce que, avant de conclure, est-ce que je parle aux participants, est-ce que vous souhaitez poser des questions à Maître Henri de la Motte-Rouge? Est-ce que vous avez des remarques pour rebondir sur ce qui vient de vous être dit, sachant que de toute façon, vous pouvez nous joindre et le joindre lui-même si vous le souhaitez. Il y a ses coordonnées qui vont apparaître. Et donc là, il y a même le QR code. Henri, vous voulez nous dire un mot sur ce QR code qui apparaît également ? Oui, je voulais effectivement vous dire que nous sommes un cabinet aussi innovant, et donc on a mis en place une manière innovante d'accompagner nos clients, notamment par le biais du club InfoLawyers, infolawyers.fr, qui va finalement vous permettre de pouvoir, avec un abonnement qui est très intéressant, pouvoir poser toutes vos questions, avoir une hotline téléphonique, avoir accès à un certain nombre d'informations, avoir accès à un webinaire masterclass sur un sujet de droit régulièrement. Et si vous avez un besoin de procédure, vous avez aussi accès à un accompagnement, à un taux horaire qui est très intéressant. Donc voilà. On vous lit. Alors, avant que cela coupe, il décrivait, donc je pense que c'est Henri, qui décrivait la mention indiquée en bas du formulaire de contact de l'information. Alors, vous aurez le formulaire de contact une fois que le webinaire sera terminé. Ça va s'afficher, vous verrez, vous aurez toutes les coordonnées qui vous seront… Charlène nous parlait du formulaire de contact lorsqu'il y a des formulaires de contact pour faire de la collecte de données. Et donc, il y a effectivement des mentions à indiquer, c'est ce qu'on appelle les mentions obligatoires des formulaires de collecte. Et là, dans ce cas-là, vous devez indiquer la finalité du traitement. Ces données sont collectées dans le cadre si vous souhaitez recevoir nos offres. Et là, vous devez indiquer conformément à notre politique de confidentialité, et vous devez aussi rappeler que le client pourra se désinscrire à tout moment s'il le souhaite. Voilà cette mention que vous devez indiquer. Ah ben voilà, concernant les cookies, est-ce que si on a un DPA avec Google, on peut collecter leurs cookies? Alors, je vous laisse répondre, maître. Oui, évidemment. Encore une fois, sur les cookies, vous allez par contre devoir avoir l'obligation d'avoir un bandeau qui permet à vos clients de consentir ou pas au traitement de ces cookies. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, il me reste à vous remercier pour votre participation. Un grand merci aussi à Henri de la Motte-Rouge qui a pris le temps de répondre donc à toutes ces questions. Vous pouvez bien sûr nous contacter si vous le souhaitez et contacter Maître de la Motte-Rouge à son cabinet. Vous aurez donc les coordonnées qui vont s'afficher une fois que j'aurai éteint le webinaire. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver jeudi dans 2 semaines, donc le jeudi 17 juin. On prend les mêmes et on recommence à 12h pour le second webinaire de cette série. Et le second webinaire sera
consacré aux mentions obligatoires des sites Internet. Donc, on vous donne d'emblée le sujet, les mentions obligatoires des sites Internet, avec Maître Henri de la Motte-Rouge, donc également dans 15 jours. Alors, je Voilà. vois un gars qui nous dit comment contacter Maître de la Motte-Rouge. Donc, en principe, là, vous allez avoir, déjà, si vous faites le flash code, vous allez tomber sur un formulaire de contact. Et si vous souhaitez qu'on vous rappelle, n'hésitez pas à cocher la case pour qu'on vous rappelle. Vous aurez un formulaire avec toutes les informations relatives au club Info Lawyers, qui est un accompagnement spécifique qu'on vous propose et qui est très intéressant puisqu'il est dédié aux entrepreneurs du digital. Voilà. Vous retrouverez de toute façon les formulaires de contact dans 3 secondes. Lorsque j'aurai fermé le webinaire, vous aurez une page qui va s'afficher avec toutes les adresses mail, les numéros de téléphone que vous pourrez noter si vous le souhaitez. Voilà, donc portez-vous bien et on se retrouve avec un grand plaisir dans 15 jours, très exactement. Bonne fin de journée à toutes et à tous, à bientôt. Merci Anne, à très bientôt. Merci beaucoup Henri, à bientôt également. Au revoir.